Bonjour à tous, cette vidéo est réalisée par l'Atelier du Dôme. Elle a pour but de vous montrer les démarches administratives afin de chercher un terrain, de trouver ce terrain, puis de déposer un permis pour des résidences démontables. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas architecte, j'ai juste déposé plusieurs permis et on va essayer de démystifier un peu tout ça ensemble sur deux vidéos. D'abord sur un cas complètement classique, puis ensuite une troisième vidéo qui paraîtra sur des cas un peu plus non ordinaires, exceptionnels, les architectes des bâtiments de France, les STECAL, etc. Dans cette première vidéo, on va voir tout ce qui est nécessaire jusque la signature d'un compromis de vente. Donc d'abord, comment on trouve un terrain? Pour trouver un terrain, vous avez plusieurs solutions. Souvent, la première qui est utilisée, c'est Le Bon Coin. Moi, je dis toujours qu'il faudrait d'abord avoir ces critères avant d'aller sur Le Bon Coin. Donc, savoir par exemple que vous voulez être proche d'une rivière et savoir que vous voulez une école là où vous vivez. Et puis aussi que ça doit être un village et non pas une ville avec maximum 1000 habitants. Une fois que vous avez tous ces critères, vous fixez un peu plus votre zone de recherche. Et là, vous pouvez aller voir en ligne sur différents sites d'annonces. Moi, je conseille toujours d'aller voir la mairie en premier lieu et d'aller demander directement au maire ou à un adjoint s'il y a des terrains en vente, s'il a une connaissance de ça, puisqu'ils ne sont pas forcément mis en ligne. Et puis, s'il y a des terrains en vente, déjà, quel est le régime administratif de la mairie? Donc, s'il y a un RNU, Règlement National d'Urbanisme, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a été fait dans la mairie, comme ça peut être le cas à Chastel. S'il y a une carte communale, ça, c'est avant un plan local d'urbanisme. C'est un peu la situation entre les deux. C'est pour les petites communes qui vont vers un PLU mais qui ne l'ont pas encore réalisé. Ou alors si la commune est sous le régime du PLU, PLUI, pour intercommunalité. Et donc dans ce cas-là, vous allez tout de suite savoir si tel terrain est à urbaniser ou si tel terrain est en zone naturelle ou agricole. C'est important pour nous de savoir sous quelle zone administrative se situe la mairie, puisque si on est au RNU, on va pouvoir acheter un prêt et demander un certificat d'urbanisme, un CU, on peut même dire certificat d'urbanisme opérationnel. Donc dans ce cas-là, un prêt va pouvoir être potentiellement urbanisé. Et donc la direction départementale du territoire, la DDT, va nous dire, d'accord, sur ces terrains-là, vous allez pouvoir déposer un permis pour des résidences démontables. Donc ça peut être très intéressant, c'est ce qu'on a fait ici à Chastel. On a acheté plusieurs zones avec l'association. Certaines étaient construites et d'autres étaient en prêt. Et on a demandé un CU au moment de la vente, avant la vente, au moment du compromis, pour ensuite déposer un permis une fois que la vente a été réalisée. Si jamais la mairie ne sait pas vous répondre ou si vous voulez déjà savoir l'info, on peut aller sur le site Géoportail Urbanisme. Il existe deux sites, il y a Géoportail classique et Géoportail Urbanisme. Dans ce deuxième cas, on va pouvoir voir sous quel régime est une mairie ou un terrain que l'on a vu. Un autre site qui est intéressant, et vous aurez tous les liens juste en dessous dans la description. Un autre site qui est intéressant, c'est GeoRisque, et où là, on va voir pour un terrain donné, pour une adresse donnée, s'il y a un risque d'inondation, s'il y a un risque de sismique, etc., etc. Et donc, on va déjà savoir si tel prêt pourrait être amené à avoir des résidences démontables. Bien sûr, s'il y a un risque d'inondation fort, la direction départementale du territoire ne s'engagera jamais à signer un permis, ce qui peut paraître complètement normal. Une fois qu'on a été voir la mairie, qu'on a été au bar du village, à la boulangerie, etc., pour demander un peu les infos, on peut aller voir directement le propriétaire d'un terrain qui nous intéresserait. Et dans ce cas-là, la question qui se pose souvent, quand le terrain en tout cas est à l'abandon, en friche depuis de nombreuses années, le propriétaire ne sait pas à combien on aimerait l'acheter. Et donc, c'est bien d'arriver déjà avec cette info. Et pour avoir cette info, il y a un site très pratique du gouvernement, encore une fois, qui s'appelle etalab.dvf. Donc, pareil, le lien sera en dessous. Et sur ce site, on voit toutes les ventes qui ont eu lieu dans les 5 dernières années. Et donc, dans ce cas-là, on peut aller dans la mairie qui nous intéresse, aller voir une zone qui ressemble plus ou moins à ce qu'on chercherait, et puis on va regarder le prix auquel ça se vend, si c'est viabilisé ou non, etc. Il faut avoir le plus d'infos possible pour avoir le prix qui se réfère à ce qu'on voudrait acheter. Et comme ça, on arrive voir le propriétaire avec un prix qui semble correct. En plus de ça, on peut lui montrer à ce propriétaire combien ça vaut, et donc lui, ça le rassure un peu sur la vente qu'il va faire. À ce moment-là, donc, on a un prix de vente qui peut être OK pour le propriétaire, et donc on va pouvoir arriver sur un compromis de vente. Avant de signer un compromis de vente, il faut réfléchir aux clauses suspensives. C'est très important. On pense souvent à mettre une clause suspensive pour une obtention de prêt, une obtention d'argent pour acheter un terrain. Mais si le terrain est peu cher, donc comme à Chastel par exemple, un terrain pourrait coûter 5 000, 10 000 euros, on pourrait vouloir l'acheter directement sans mettre de clause suspensive. Or, c'est le moment où on peut mettre une clause suspensive pour l'obtention d'un permis. Et comme ça, on s'assure que quand on achète le terrain, on va déjà avoir l'autorisation d'urbanisme. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme autorisation d'urbanisme? On pourrait mettre l'obtention d'un CU, certificat d'urbanisme, et ça demande 2 mois d'attente pour un CU opérationnel. On pourrait mettre une demande préalable de travaux, ça c'est 1 mois d'attente, et un permis d'aménager, c'est 3 mois d'instruction.
Donc, suivant ce que vous allez demander, le propriétaire va être plus ou moins frileux d'attendre. Et donc, parfois, ça peut valoir le coup de demander d'abord un CU et de dire que pour l'achat du terrain, vous mettez en clause suspensive un CU et pas un permis d'aménager pour que ce soit plus rapide pour le propriétaire. Si le propriétaire n'est pas pressé, il faut lui mettre le permis d'aménager si vous souhaitez le faire après. Nous allons voir la différence entre les trois types de demandes que l'on peut faire. La demande préalable de travaux, ça c'est la plus simple. Ensuite, il y a le permis de construire et le permis d'aménager. Tout de suite, on va s'enlever le permis de construire qui est fait pour des constructions et nous allons faire des résidences démontables sans fondation, donc on ne s'intéresse pas aux constructions. Dans un premier cas, la demande préalable de travaux, c'est pour un aménagement d'un terrain en vue de l'installation d'au moins 2 résidences démontables de moins de 40 m² de superficie totale. Donc c'est aménagement d'un terrain pour au moins 2 résidences démontables, mais on aménage bien un terrain. Les résidences doivent être de moins de 40 m². Pour le permis d'aménager, c'est tout pareil, sauf que c'est plus de 40 m². Donc si on a prévu de faire un seul dôme de 30 m², eh bien on va faire une demande préalable de travaux et on va définir 2 zones, une de 30 m² et une autre de 10 m², où un jour on pourra monter une résidence démontable. Et puis si on a prévu de faire un dôme, mais qu'on se dit que plus tard on aimerait bien en monter un deuxième, puis peut-être un troisième, eh bien on fait directement un permis d'aménager, comme ça c'est fait. Donc si on ne sait pas encore, si on a un terrain et qu'on veut être un peu large, parce que peut-être que ce sera une yourte de 40 m², peut-être que ce sera un dôme de 30, on est encore en train de réfléchir, eh bien il faut mieux poser un permis d'aménager, faire des zones de 50 m², 60 m² pour être sûr, sur son terrain, et on peut en définir 2 ou 3 des zones qui sont intéressantes sur le terrain, et comme ça, après, on pourra choisir dans ces zones, là où on va venir poser une résidence démontable. Qu'est-ce qu'une résidence démontable? Une résidence démontable, elle doit répondre à 3 points très importants. C'est qu'elle doit pouvoir être démontable, et là, on s'entend sur ce qu'est la démontabilité, c'est-à-dire que ça doit pouvoir être remontable. On s'entend aussi que c'est sur un temps court. Donc moi, j'aime bien dire que en quelques jours, jusqu'à 1 semaine de travaux pour le démontage ou le montage, ça me paraît acceptable. Maintenant, ce n'est pas précisé dans la loi. Certains vont dire plutôt 1 à 2 jours, d'autres 1 mois. Et puis l'idée, c'est que ça ne laisse aucune trace. Donc c'est sans fondation. Ça, c'est le deuxième point important. Sans fondation, ça ne signifie pas que la résidence démontable va être posée directement sur l'herbe. Mais donc on va poser ce qu'on appelle les fondations légères. Donc, par exemple, des pneus remplis de gravier ou d'autres types de fondations qu'on verra dans une vidéo ultérieurement. Sans fondation, c'est le deuxième point. Et le dernier point qui est important, c'est peut être autonome vis-à-vis des réseaux. Ce n'est pas doit être autonome. Chaque mot est important, et donc peut, ça signifie quoi? Que la mairie, que la direction départementale du territoire, ou que d'autres organismes ne vont pas avoir à relier votre terrain avec les réseaux. Ça ne leur donne aucune obligation. Ils vont pouvoir vous autoriser une demande préalable de travaux ou un permis d'aménager, et derrière, c'est à vous de vous débrouiller si vous voulez vous relier au réseau électrique, et dans le cas où c'est impossible, vous allez devoir être autonome. Donc c'est bien peut être autonome. Il y a souvent une erreur qui est faite à ce moment-là, c'est qu'on ne parle pas d'habitation légère de loisirs, HLL. Nous, on parle bien de résidence permanente. Donc on parle de résidence démontable pour usage d'habitation permanente, c'est plus de 8 mois par an. Si on veut faire de l'habitat léger de loisirs, du tourisme, etc., on ne va pas pouvoir faire ce type de permis. Enfin, un dernier point important, c'est que ce sont une demande d'aménagement pour un terrain, où on va pouvoir monter et démonter des habitats, et donc très logiquement, on ne va pas pouvoir payer de taxes foncières sur de la construction, puisque ça n'en est pas. Et donc on va continuer à payer une taxe foncière pour un terrain, mais pas pour ce qui est monté ou démonté, puisqu'on n'a pas de CERFA, de documents à remplir, pour dire quand on monte ces habitats ou quand on les démonte. Donc il n'y a pas de taxe foncière à payer en plus. Il n'y a pas non plus de RE 2020 qui s'applique, puisqu'elle s'applique que sur les constructions, sur l'habitat léger de loisirs également, mais pas sur les résidences démontables. Ça, je vous laisserai aller voir sur le site. Il y a une page téléchargement où il y aura donc un onglet sur le CEREMA qui a fait une très belle étude là-dessus. Voilà pour la première vidéo, le compromis de vente est signé et maintenant il faut réaliser son permis, c'est dans la deuxième vidéo.